côté de la vie documentaire réalisée par Myriam Sora et ce combat de Lorraine, atteinte de la maladie de Charcot, entourée par les siens pour lutter et s'engager contre cette maladie. L'occasion pour nous maintenant, avec nos invités présents sur ce plateau de débat doc, de s'intéresser de plus près aux aidants, trop souvent invisibles et à qui une journée nationale est consacrée en ce mois d'octobre. Vincent Valinduc est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes médecin, chroniqueur santé chez nos confrères de TF1. C'est dans la matinale de TF1 tous les jours de la semaine. Vous défendez la cause des aidants et pour cause, puisque vous avez été aidant auprès de votre mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, une expérience que vous racontez d'ailleurs dans ce livre. Je suis devenu le parent de mes parents, aider les aidants, un ouvrage disponible chez Stock. Également avec nous, Hélène Rossineau. Bienvenue à vous. Vous êtes médecin, spécialiste en santé publique, experte justement de la question qui nous préoccupe aujourd'hui, experte des aidants. Votre dernier ouvrage s'intitule, lui, « Revivre malgré la douleur » et c'est à découvrir chez Robert Laffont. Marie-Pascale Mongomas est également avec nous. Bienvenue, vous êtes directrice d'établissement et services pour personnes âgées à Maromme. Maromme, c'est en Seine-Maritime et vous êtes aussi la présidente fondatrice de Baluchon France. Le baluchonnage, expliquez-nous ce que c'est. Alors, le baluchonnage, ça nous vient du Québec. Je pense qu'avec le nom, on pouvait s'en douter. Oui. C'est une formule de répit innovante, nouvelle, qui arrive en France et qui permet aux aidants de s'absenter plusieurs jours et plusieurs nuits de chez elles pour pouvoir se reposer, prendre du répit, pour aller se former, par exemple, ce sont des actifs aidants, pour se soigner, parce qu'on a beaucoup d'aidants qui ne se soignent pas, ils ne peuvent pas se faire hospitaliser, ou pour se reposer. Et on sait que le répit pour un aidant, ça ne peut pas ne durer que quelques heures, comme souvent c'était proposé. Et le baluchonnage, c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui. Évidemment, est officiellement reconnu en France. Oui, parce que pour c'est tout nouveau, ça. Voilà, pour arriver à cette solution, ça fait des années qu'on y travaille. Il fallait absolument pouvoir faire travailler un salarié plusieurs jours d'affilée à domicile, et ça soulevait la question du droit du travail, et c'est évidemment une question très délicate, et qu'il fallait absolument veiller aussi à protéger les salariés. Et donc aujourd'hui, le baluchonnage est possible, la dérogation du travail est passée, voilà, c'est possible, ça va être possible aujourd'hui que des services portent du baluchonnage, mais malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas de financement à la clé, donc ça va restreindre l'accès. Mais on aura l'occasion d'en parler. Vous le souhaitez, évidemment. Bien sûr. Le droit au répit, en revanche, c'est quelque chose qui existe déjà dans notre droit français. Et Dieu sait si c'est important, bien entendu, pour les aidants dont on va parler aujourd'hui. Regardez ce chiffre. En 2021, ils étaient 9,3 millions de Français à se déclarer apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. C'est un chiffre considérable. On pourrait un petit peu affiner ce chiffre en disant aussi qu'une personne sur 4 parmi ces personnes qui se déclarent aidants ont entre 55 et 65 ans aujourd'hui en France, et la moitié des aidants aident des personnes de moins de 60 ans. Et puis un autre chiffre, et celui-là, il démontre le défi auquel notre société va devoir faire face. D'ici 2030, c'est demain, c'est dans 5 ans, un actif sur 4 sera aidant dans notre pays. Ces chiffres sont considérables, le phénomène est considérable. Est-ce que pour autant, il est bien entendu, bien compris en France, ce fameux défi qui est devant nous et qui est déjà là en France pour les entreprises, pour l'État? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de chemin à faire? Il y a encore bien sûr beaucoup de chemin à faire parce qu'effectivement, je trouve qu'on commence seulement à parler des aidants de plus en plus. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que vous l'évoquiez, il y a 9, 10, voire 11 millions d'aidants. Il y en a plein qui s'ignorent, il y en a plein qui ne savent pas qu'ils sont aidants parce qu'ils considèrent que c'est normal, naturel d'aider sa femme, son mari, sa fille, parce que c'est l'amour avant tout. Moi, je dis souvent que aider, c'est avant tout aimer. Mais en réalité, ça va bien plus loin que ça. Ça engendre des conséquences terribles sur la santé. Ça nous coupe du monde, de la solitude. Donc oui, aujourd'hui, il faut vraiment renforcer c'est toutes ces aides qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Et puis au niveau de l'entreprise, Hélène, je sais que tu interviens régulièrement dans les entreprises. Je trouve qu'aujourd'hui, on commence à prendre un peu à bras-le-corps ce problème, même si bien sûr, ce n'est pas encore suffisant. C'est une souffrance, les danses.
C'est une souffrance puisque environ un aidant sur deux disent souffrir de leur situation et de ses conséquences. Alors moi je dirais que la souffrance, ce n'est pas l'aidance en elle-même, c'est le manque de soutien autour qui fait que les aidants se retrouvent dans des situations extrêmement complexes. Aider son proche en soi, bien sûr, la maladie, le handicap, le vieillissement, c'est compliqué en soi, mais si on arrive à le faire dans de bonnes conditions, si on ne manquait pas de personnel dans le monde médico-social, si on pouvait avoir des aides financières qui nous permettent de vivre correctement, ça serait beaucoup plus simple. Aujourd'hui, la souffrance des aidants, elle est dans l'isolement, elle est dans le fait que cumuler aidance et emploi, c'est extrêmement compliqué, elle est dans des aides financières qui sont assez ridicules quand on regarde le congé proche aidant, par exemple, qui est indemnisé pendant 66 jours de sa carrière à 65 € par jour. Pardon, mais très peu d'aidants peuvent se permettre de prendre ce congé. Est-ce que la première souffrance des aidants, c'est pas l'invisibilité? Évidemment, on prend des nouvelles du malade, on s'enquiert de l'évolution de sa santé, mais on n'en demande jamais aux aidants de leurs nouvelles. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus forcément l'invisibilité, puisqu'on en parle, regardez, on est ici pour en parler, c'est plutôt le désintérêt de la société. Parce que, ok, on en parle, mais quand il faut faire quelque chose, beaucoup de personnes encore regardent les aidants comme, ok, bah, ils font ça, c'est normal, c'est leur famille qui se débrouille. Dans la liste des priorités dans une société où les choses ne vont pas forcément très bien, et je suis assez diplomate en disant ça, malheureusement, les danses n'arrivent pas Parce dans qu'il y a le une top forme 3. de normalité, pour reprendre le terme que vous avez utilisé peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Oui, mais je pense que la première difficulté, c'est de se reconnaître comme aidant. Parce que souvent, moi je le vois en consultation, je vois des patients qui accompagnent une personne malade, et qui me disent, c'est ma femme qui a une maladie de Parkinson. Et je lui dis, alors bien sûr que vous êtes le mari et vous le resterez, hein, mais là ce que vous faites, c'est au-delà de ce que vous devriez faire, c'est-à-dire de couper l'alimentation à la petite cuillère, au couteau, donner à manger, faire la toilette. On dépasse ce stade et en réalité, vous êtes aidant. De la même manière que lorsque moi j'étais aidant, pour moi c'était normal d'aider ma maman et de faire tout ce que je faisais. Et un jour, j'ai allumé la télévision, j'ai entendu le mot aidant et ça m'a paru comme une évidence, comme si on cherche le titre d'une chanson et hop, j'étais aidant et donc il y avait donc des solutions à mettre en place. Surcharge mentale, isolement, absentéisme, fatigue, frustration. Voilà les souffrances qui sont le plus souvent mises en avant concernant les aidants. Ce sont des souffrances que vous constatez au quotidien à travers les personnes que vous côtoyez? Absolument. Je pense que toutes ces questions, on les retrouve au quotidien dans les prises en charge qu'on accompagne. Moi, j'ai envie de dire que, pour rejoindre ce que vous dites, si aujourd'hui on parle de souffrance des aidants, c'est que quelque part, la solidarité n'a pas forcément fait le travail comme elle le devait. Et je vous rejoins en disant qu'aujourd'hui, on manque cruellement encore de solutions. Certes, il y a des avancées, mais nous n'avons pas de solution qui existe. Un aidant, il a besoin, notamment un aidant actif, il a besoin de solutions le matin, avant d'aller au travail, le soir, les week-ends. Et malheureusement, aujourd'hui, il existe des solutions de répit, des plateformes, etc., des solutions qui sont sur des courtes durées et qui ne sont pas possibles sur des horaires de nuit, de jour. Et alors, des solutions qui ne sont pas toujours connues des aidants eux-mêmes. Ça fait partie visiblement des problèmes qui sont également... Oui, alors les systèmes est peu visibles, peu lisibles aujourd'hui. On a des services qui sont portés par plusieurs services différents. Oui. Et c'est vrai que ça devient un petit peu complexe. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est que on parlait de l'entreprise juste avant, mais on va y revenir sur les entreprises. Mais les aidants ne sont pas au courant des aides qui existent, mais il y a beaucoup de DRH qui ne sont pas non plus au courant de ce qui existe. Moi, quand j'arrive en entreprise, j'ai des DRH qui me disent « Ok, mais qu'est-ce que je peux faire ?» La difficulté supplémentaire, c'est qu'on s'y perd avec tous les acronymes APA, PCA, PCH, PCS. Enfin, les gens s'y perdent. Enfin, c'est assez compliqué. J'ai la liste ici, je ne veux pas te la citer. Non, CCS, voilà, c'est vraiment compliqué. Et ensuite, c'est jamais le même bureau. Il y a différents organismes, puis c'est très chronophage. Et lorsqu'on est aidant, on est tellement déjà surchargé, la tête sous l'eau, que prendre son téléphone, appeler, et puis finalement, il y a une boîte qui vous dit laissez un message, envoyer un mail de 17h à 18h. Bref, c'est compliqué de mettre en place des solutions et d'abord de savoir à quelle porte frapper. Et c'est d'autant plus difficile que lorsqu'on est salarié, et vous avez mis le doigt là où ça fait mal, parce qu'il y a un autre chiffre qui ressort tout de suite lorsqu'on rentre un tant soit peu dans ce dossier, c'est celui-ci. 70% des aidants, aujourd'hui en France, sont des actifs. Sont des salariés. Et alors, à la lecture, évidemment, de ce qui a pu être écrit sur le sujet, premier gros problème, les DRH, aujourd'hui, ne prennent pas suffisamment en compte cette situation d'aidants. Et ça resterait un sujet tabou concernant les DRH. C'est aussi ce que vous constatez ?
Oui, en réalité, c'est aussi... On a du mal à parler du fait qu'on soit aidant dans les entreprises en France aujourd'hui. Au même titre que la société, maintenant ça commence à rentrer dans les entreprises, mais toutes les sociétés, tous les DRH ne sont pas au courant de ce qu'est un aidant et des difficultés qu'il peut rencontrer et comment il faut l'accompagner. Je trouve qu'aujourd'hui, on commence un peu à ouvrir cette petite porte et à les sensibiliser pour mieux les accompagner, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors il y a ceux qui osent en parler à leur DRH, environ tout de même 43%, selon les chiffres que je dispose. Il y a ceux qui en parlent, mais qui ont eu l'impression d'un doigt absolument pas été entendu. Et puis il y a les autres. Il y a les autres qui n'en parlent absolument pas. Et là, on est dans un non-dit total au sein même de l'entreprise, et avec la souffrance que nous avons évoquée juste avant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est aidant, on a souvent peur d'en parler en entreprise parce qu'il y a une stigmatisation et un jugement de la part de collègues, de collaborateurs ou parfois de la hiérarchie qui sont quand même encore importants. Pourvu qu'on connaisse le mot aidant, parce qu'il faut déjà réaliser que le mot n'est pas si connu que ça dans l'entreprise, on a les mêmes préjugés qu'il y a 30 ans pour les femmes qui avaient des enfants, en se disant s'ils s'occupent de leur famille à côté, alors forcément ils vont être désinvestis dans leur travail, ce qui est ridicule. Et c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup de DRH. Le sujet aujourd'hui pour eux, ça reste encore la natalité. Alors Voilà. qu'avec le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, le sujet des aidants est extrêmement important, mais surtout, on ne le voit quasiment que dans le prisme négatif de l'impact organisationnel sur les équipes, alors qu'il faut réaliser qu'un aidant, quand il travaille, quand il accompagne son proche, il développe énormément de compétences interpersonnelles qu'on appelle les soft skills. Il apprend à s'organiser, il coordonne des équipes complètes, il sait faire les dossiers, on en parlait tout à l'heure. Un aidant, il a des compétences assez exceptionnelles qui derrière seront mises au travail pour son entreprise. Donc il faut arrêter de ne penser qu'au négatif et se dire que non seulement on aide une personne qui traverse un moment difficile, mais on traverse tous des moments difficiles, mais en plus on investit dans l'avenir en accompagnant ces salariés aidants parce que ce sont des salariés qui vont monter en compétences et qui rendront au centuple à leur entreprise ce soutien qu'ils n'attendaient pas forcément. L'aidance représente tout de même... peut représenter en tout cas jusqu'à une journée de travail par semaine. Bien sûr. Ce qui a été dit là concernant les salariés, c'est aussi ce qui vous revient à travers vos, nous, ce qu'on constate vos entretiens. Oui, ce qu'on constate quand même, c'est que les aidants actifs, vraiment, sont aujourd'hui des personnes, je vous rejoins tout à fait, ils développent plein de compétences, mais sont les aidants les plus très en difficulté, parce que concilier la vie professionnelle et la vie d'aidant, c'est comme un marathonien qui mène 2 courses en même temps. Et donc, aujourd'hui... Et on pourrait même y rajouter pour beaucoup d'entre eux des enfants. Oui, tout à fait. C'est une vie de famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc concrètement, c'est vrai aussi que malheureusement, quelquefois, ça s'accompagne d'arrêt de travail, de renonciation aussi à une carrière professionnelle. Alors que, comme vous le dites, souvent, ce sont des personnes qui ont développé d'autres compétences. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quelques entreprises qui aujourd'hui ont compris que finalement, il y avait peut-être une perte de compétences, qui avait aussi une perte financière, quelquefois avec les arrêts maladie, et qui avait un intérêt à accompagner et qui propose des adaptations du travail, du délai de travail, des droits particuliers. On peut citer quelques entreprises d'ailleurs, la Banque Populaire par exemple, qui a rajouté 5 jours de congé pour les salariés aidants. Le Crédit Agricole Centre-Est qui fait très bien les choses aussi. Ouais. Mais du coup, concrètement, je pense que ça reste des entreprises un peu marginales. C'est une politique volontariste aujourd'hui du côté des entreprises, et ça n'est pas du tout égal sur tout le territoire français. Est-ce que demain, il faut proposer, imposer quelque part Aujourd'hui, les entreprises le mettent dans leur politique RSE, et c'est une politique volontariste. De ressources humaines. Donc, les grands groupes, mais malheureusement, parfois, les petits groupes, c'est un peu plus difficile de proposer des solutions de congés pour les aidants. Il y a des groupes dans lesquels je suis intervenu où, effectivement, ils mettent des lignes où on peut parler, échanger avec un psychologue pour du soutien. Donc ça, parfois, c'est un peu plus compliqué à mettre en place lorsque les structures sont plus petites. Donc ça, c'est encore aussi des choses qu'il faut faire avancer. Ce qu'il faut faire avancer aussi, c'est la question de la formation des managers et des RH. Parce que quand vous osez parler, si vous êtes mal reçu, mal écouté, ou que vous parlez à quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'est le sujet des aidants et donc quelles peuvent être les conséquences et comment vous soutenir, eh ben, vous ne reparlerez plus derrière. Et les managers sont mis en difficulté aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et grandes, parce qu'on ne leur a pas appris à avoir un aidant en entretien, on ne leur a pas appris les solutions qui pouvaient exister. Donc ils se sentent aussi abandonnés. J'ai beaucoup de messages de managers qui me disent:
On a compris, on vous écoute, on est sensibilisé. Sauf que quand on est face à un aidant qui fond en larmes, qui nous raconte sa vie, d'un coup, on se dit, mais mince, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je gère? Et surtout, les entreprises, il faut bien qu'elles comprennent que quoi qu'il arrive, elles n'y couperont pas. Un jour, on passera par la loi. Vu les chiffres que nous avons cités au tout début de cette émission, on n'est pas elles ne risquent extrêmement pas d'y rapide couper. sur les avancées de la loi. Donc, il faut avancer plus vite. Et le monde de l'entreprise, honnêtement, avance bien plus vite que le monde politique. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ils ont aussi un intérêt économique. Ils perdent de l'argent aujourd'hui en ne soutenant pas les salariés aidants. Les études économiques montrent... C'est de cela dont il faut les convaincre. Exactement. C'est pour ça que je vous le donne, parce que cet argument-là est quand même important. Ouais. Aujourd'hui, par salarié aidant non accompagné, l'entreprise perd 1 500 € par an. Je ne sais pas si vous visualisez ce que c'est, mais ça peut représenter des centaines de milliers d'euros pour des grands groupes. Et toutes les études, en particulier dans les pays comme le Royaume-Uni, qui, eux, ont 15, 20, 30 ans d'avance sur nous, montrent que les dirigeants sont très convaincus que les salariés vont beaucoup mieux, qu'ils font des économies, qu'il y a moins de turnover, que la qualité de travail est meilleure, que la qualité de vie est meilleure. Il n'y a aucun argument en faveur de ne pas soutenir les salariés aidants aujourd'hui. Alors évidemment, on a parlé des entreprises, reste l'État, le droit, la législation. Des choses ont avancé, notamment à travers une loi de 2015 sur le vieillissement, justement. Néanmoins, il n'y a pas de statut d'aidant en tant que tel. J'ai vu que c'était une revendication d'un aidant sur 2 aujourd'hui. Reconnaissez-moi, offrez-moi un statut. Ça semble assez compliqué à mettre en place. J'aimerais comprendre pourquoi. Ce qui est assez compliqué, alors on est un peu tous partagés sur cette question du statut, parfois les associations et même les aidants. Certains le veulent, d'autres le refusent, parce qu'en fait il ne faudrait pas mettre un statut sur un aidant. Et puis l'une des craintes, ce serait que l'État se désengage. Une fois qu'on dit, c'est bon, vous avez le statut juridique de l'aidant, vous avez tout ça à faire maintenant. Voilà. Je pense que c'est la première crainte, c'est celle-ci, c'est que derrière il n'y ait plus de suivi, qu'on se dise, c'est bon, on va le laisser faire tout ça à la maison. Il faut savoir que l'aidant prend déjà en charge énormément de choses et qu'il faut, l'idéal, je ne vous le cache pas, c'est que demain, il n'y ait plus d'aidants, qu'il y ait suffisamment de professionnels formés pour intervenir à la maison, intervenir dans les entreprises, renforcer cette aide dont a besoin l'aidant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'on n'arrive pas encore vraiment à trancher si oui ou non il faut un statut. Et si c'est le cas... Vous avez un avis personnel Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui... Je suis partagé, je suis totalement honnête avec vous. Maintenant, j'y suis plutôt peut-être favorable pour une reconnaissance. Parce que je trouve que souvent, l'aidant aussi a besoin d'une reconnaissance pour pouvoir l'exprimer, le verbaliser, de dire voilà, moi je suis un aidant, voilà ma situation. Mais juste, ma seule crainte, et ce serait que l'État se désengage. Donc voilà, si vraiment on arrive à bien cadrer les choses, mais avec un peu de flexibilité, parce que c'est aussi ça l'aidance. L'aidance, c'est pas un jour c'est comme ça, mais le lendemain tout change parce que c'est vraiment, on vit dans un monde avec le moins de grains de sable et ça déséquilibre tout. C'est juste ça la précaution à prendre. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit français, il existe des dispositions spécifiques aux aidants de personnes handicapées d'un côté et aux aidants de personnes âgées en perte d'autonomie de l'autre. Et on n'arrive pas bien à faire converger les deux. En réalité, c'est ça qui semble le problème pour en arriver à la mise en place d'un statut. C'est le cas. Pour moi, il y a encore un autre problème que celui-ci, c'est qu'il n'y a pas que la perte d'autonomie et que les personnes âgées et handicapées de manière générale. On a les malades chroniques au milieu. Et les malades chroniques n'ont pas forcément une vraie perte d'autonomie, et en tout cas, elle n'est pas linéaire. Et aujourd'hui, il n'existe pas dans la loi. Si on devait faire un statut de l'aidant aujourd'hui avec nos textes, on aurait des aidants de personnes âgées et des aidants globalement de personnes porteuses de handicap. Et au milieu, on n'aurait rien. Donc ce serait dire aux aidants qui sont bien des aidants, il y a une partie d'entre vous qui n'êtes pas aidants d'après nos textes de loi. C'est pour ça que aujourd'hui, je ne suis pas favorable à un statut d'aidant parce que ce serait mettre à part à peu près un tiers de nos aidants. Par contre, si on modifie nos textes et qu'on arrive à inclure tout le monde, toutes les situations, alors, pour un aspect pratique, effectivement, comme tu le disais, Vincent, de reconnaissance, mais aussi purement pratique, rapide, parce que Dieu sait que ce soit les maisons départementales des personnes handicapées, la CAF et compagnie, entre le moment où on fait les demandes et le moment où on obtient les résultats, c'est déjà long. C'est assez long, mais généralement, oui. Il y a un délai avant, c'est celui de se dire vers où je dois aller, comment je me redirige. Donc, le statut de l'aidant permettrait aux gens de dire « Ok, je suis dans cette situation-là, donc j'ai mon interlocuteur dédié ». Donc, si on avait un texte de loi assez large qui couvre toutes les situations et qui me garantisse que je ne perdrai aucun aidant en cours de route, alors dans ces cas-là, oui, parce que ça faciliterait le guichet unique et qu'on perdrait moins de temps. Et chez les aidants, le temps, il est quand même très précieux. J'ai regardé ce qu'était la définition d'un aidant aujourd'hui. Ça serait signifier offrir un soutien non professionnel, régulier et fréquent à un proche âgé, malade ou en situation de handicap.
Ça serait ça le profil de ceux et celles qui pourraient bénéficier demain Oui, d'un alors, statut d'aidant? le statut d'aidant... C'est pas aussi simple. Non, c'est pas simple du tout. Et d'autant... Enfin, moi, je pense que la question de la reconnaissance, elle est différente de la question du statut. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait pour que les aidants soient reconnus. Et je pense qu'on le disait tout à l'heure, ils sont reconnus. Il y en a encore qui ne se connaissent pas. Mais la question du statut, ça veut dire qu'on les reconnaît, mais qu'avec tout un cadre juridique sans doute et administratif, et qu'on leur attribue des droits sociaux, financiers sans doute, etc. Moi, je redis, un aidant n'existe que parce il y a une personne malade, handicapée, etc. Et la question, on peut toujours se poser la question, pourquoi on en vient à devoir créer ce statut? Parce que les aidants sont épuisés. Et commençons peut-être par mettre en place des aides correctes, suffisantes, mailler tout le territoire, accessibles. De type baluchonnage, par exemple. Exactement, le baluchonnage en fait partie. Ouais. Et donc, aujourd'hui, moi, je me dis que est-ce qu'on doit rattacher ces nouveaux droits aux aidants ou aux personnes malades? Effectivement, est-ce qu'on ne va pas faire porter toute cette question de solidarité aux aidants eux-mêmes, là où finalement la solidarité n'a pas forcément joué son rôle jusqu'à maintenant? J'ai découvert aussi qu'il y avait 500 000, peut-être plus aujourd'hui, aidants qui sont jeunes, mineurs. Tout à fait. Là, on est sur des cas dramatiques, non? Oui. C'est une perte de chance aussi pour leur carrière, pour leurs études, parce qu'effectivement, il y a une telle charge mentale quand on s'occupe de quelqu'un. Et moi, je l'ai vécu à l'époque, j'étais étudiant en médecine, j'avais une montagne et je me disais, mais comment je vais faire pour faire tout rentrer dans la même journée? Donc, il faut pouvoir les accompagner. Donc, il y a des solutions, il y a le baluchonnage. Moi, l'une des forces qu'il faut soutenir, c'est les auxiliaires de vie, qui pour moi font un travail incroyable, qui ne sont pas assez reconnus, pas assez payés. Elles font des horaires dingues et il en manque terriblement. Je pense que ça aussi, s'il y a un levier sur lequel il faut agir, c'est renforcer cette armée d'auxiliaires de vie qui font un travail dingue pour permettre le maintien à domicile dans les bonnes conditions. Sur ces mineurs qui sont aussi aidants? Alors, moi, pour rien vous cacher, j'ai un petit frère qui est autiste. Mais il m'a fallu 30 ans pour réaliser que j'avais aussi été une jeune aidante. Alors que Dieu sait que le sujet des aidants, je le connais depuis des années. Donc, on a aussi, dans les 500 000 qu'on a, ceux-là, on les connaît. Mais on a aussi, j'en suis sûre, des centaines de milliers d'aidants qui, en tant que jeunes aidants, ne savent absolument pas qu'ils sont aidants parce que le focus est sur le patient et qu'on ne pense jamais aux enfants qui sont autour. Donc, pour moi, il y a aussi une priorité sur l'école. Parce que c'est à l'école, souvent, que ces enfants vont parfois se confier à des amis, vont parfois être un peu plus solitaires, vont parfois parler à un prof. Bon, il y a tellement peu d'infirmières scolaires et de médecins scolaires que je dirais bien qu'ils iraient se confier là aussi. Peu, mais voilà, malheureusement trop peu. Donc là aussi, il faut absolument renforcer les choses. Je sais qu'on met beaucoup de poids sur les enseignants et qu'on leur demande de gérer tous les problèmes de la société, un peu comme les entreprises aussi, parce que l'État se défausse. Mais en attendant, les enseignants, ils sont vraiment au contact des enfants. Et souvent, les parents qui sont pris dans la situation d'aidance dite principale ne se rendent pas compte que les autres enfants, que les fratries par exemple, peuvent souffrir. Et il ne faut pas forcément culpabiliser non plus les parents qui font du mieux qu'ils peuvent. Donc trouver un moyen d'entourer ces enfants, de mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre, je pense que c'est extrêmement important. Puis autre chiffre qui peut être frappant par rapport aux idées reçues, il y a 56% des aidants qui sont des femmes. Et 44% des hommes. On aurait pu penser que ce sont essentiellement les femmes, les aidants. Oui, mais il y a un petit billet. C'est pas le cas, non? C'est le cas quand on regarde les moyennes. Ouais. Les moyennes, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Ouais. Dans la réalité, dans la vraie vie, ce sont plutôt les femmes qui sont en première ligne là-dessus? Quand on regarde les dernières études qui sont sorties et qu'on détaille le nombre d'heures passées à aider chaque semaine, on se rend compte que plus les aidants passent de temps à aider, en particulier plus de 30 à 35 heures par semaine en plus de leur travail, et là, on passe à plus de 80% de femmes. Donc, en moyenne, c'est effectivement relativement équilibré, mais dans les faits, plus les situations sont chronophages, plus il faut lâcher son travail, plus on a besoin de faire de sacrifices, et plus les situations sont féminines. Oui, moi, alors, juste à mon niveau au cabinet, c'est ce que je vois en consultation. Bien sûr. C'est souvent des femmes, les filles, les épouses, les enfants, qui vont devenir aidantes, contrairement aux garçons. Non, lui, il est dans son travail, il n'a pas le temps. Et ça, c'est aussi une erreur. Enfin, je pense qu'on est tous égaux face à l'aidance et il faut peut-être aussi changer ce regard sur les aidants. Mais ça change. Je pense qu'effectivement, on voit beaucoup plus d'hommes
aussi, voilà, même dans les visites d'établissement, des enfants, des frères, voilà, qui sont présents. Je pense qu'il y a encore du travail. Et je pense que c'est sûrement une bonne nouvelle parce que, à partir du moment, je crois qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à maintenant, beaucoup la question de l'aidant s'était portée, par exemple, pour les personnes âgées, elles sont plutôt des femmes âgées qui étaient portées par des femmes, les filles, et par des professionnels féminins. Et du coup, je pense que ça, compte tenu de la problématique sociétale que nous avons, ce sont des sujets qui ne bougeaient pas forcément beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes qui sont confrontés aussi et qui rentrent dedans, dans cette situation, des danses, je pense que ça va bouleverser les schémas. Et peut-être ça fera aussi bouleverser les représentations, et peut-être ça donnera des hommes qui pourront s'imaginer aussi dans des métiers médico-sociaux, parce que nous, on a une grosse problématique aujourd'hui, c'est nous n'avons que quasiment des femmes. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, un aidant qui s'expérimente, d'ailleurs, on voit des aidants familiaux qui se tournent après vers des métiers du médico-social, parce qu'ils ont bien raison, ils ont acquis un certain nombre de compétences. Beaucoup d'aidants ont un sentiment de solitude, néanmoins, même ceux qui sont en couple, etc. C'est quelque chose qu'on vit seul, visiblement, on regarde des chiffres le plus souvent, majoritairement. Alors, si vous visez les couples, j'ai envie de dire, ça dépend du couple, ça dépend du type de partenariat qu'on a dans son couple. Moi, je dirais qu'on peut le vivre à deux dans son couple, mais un peu seul contre le monde entier autour, parce que quand on a l'aidant principal qui s'occupe vraiment du proche, souvent le reste de la famille est assez déconnecté. Et donc on arrive avec les conseils, vous savez, ces fameux conseils non sollicités des enfants qui viennent une fois ou deux par an et qui disent « Tiens, mais t'as pas fait ça pour papa » ou « Pourquoi t'as mis maman là » ou « Moi je pense que ça c'est pas une bonne idée ». Donc j'aurais tendance à dire que l'isolement peut être intrafamilial, mais qu'on a souvent des binômes, des couples qui s'occupent des parents de l'un, puis des parents de l'autre, par exemple. Puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les parents. On a aussi les conjoints qui sont malades, on a les enfants qui peuvent être malades aussi. Donc l'isolement n'est pas forcément au sein du couple. Il peut l'être, mais pas forcément. Je vous laisse le mot de la fin. Absolument d'accord. En plus de l'isolement, il y a aussi le sentiment de culpabilité. Les aidants culpabilisent tout le temps. Ils ont beau être à 200%, ils culpabilisent tout le temps parce qu'ils ont l'impression de ne pas en faire assez. Donc c'est tout cet accompagnement aussi, l'axe psychologique pour moi est essentiel. Renforcer les psychologues pour vraiment soutenir, parce que c'est pas normal de vivre tout ce qu'on vit. Donc encore une fois, j'espère que les choses vont encore avancer pour les aidants. Et soutenir les aidants, en tout cas davantage que ça ne l'est aujourd'hui, c'est aussi soulager encore peut-être davantage la souffrance des aidés, des malades. Merci vraiment à tous les trois d'être venus parler avec nous des aidants aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc, bien entendu, comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain Débat Doc. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.